On commence, vous perdez un point de vie, qu'est-ce que vous faites? En prenant en compte que notre groupe est particulièrement foireux. Et nul. Et moi j'ai un chimpanzé avec un chapeau de cow-boy. Il y a un perso du groupe qui porte une gigantesque balise de la taille d'un piano, avec un autre PJ qui est en mode « Ouais, par là !» Pouf. Alors bonjour ou bonsoir si vous êtes à table dans ce nouvel épisode de Histoire au coin du dévin. Ta-ta-ta. Qu'est-ce que c'est que ce tatatin de... T'avais l'air motivé. Pour un deuxième départ, second départ. Oui. Parce qu'en en fait, on a commencé notre histoire et on s'est rendu compte que le son n'était pas lancé. Et oui, et c'est le genre de choses qui arrivent si vous êtes à table, par exemple. Voilà. Mais du coup, on va faire la présentation de la bière très rapidement. Oui, parce qu'elle est déjà versée. C'est la Golden Carolus. Qui est super bonne, donc bière flamande vieillie en fût de whisky. Oui, qui est très traître, paraît-il. Elle est délicieuse, mais elle est un petit peu traître. Ouais. Donc, Mon cher sentez, Gélus, ressentez. ressentez. Mm. Elle est toujours aussi bonne. Elle est toujours aussi bonne. Et mon cher Gélus, de quoi allons-nous parler Eh bien, aujourd'hui? nous allons parler d'un scénario T'es Elden déjà Ring. bourré, en fait. Non. On va parler d'un scénario que j'ai créé dans l'univers du jeu vidéo Elden Ring par From Software, mais qui est, et donc j'ai écrit pour le système Décritique V2, tatatatam, moment promotionnel, que j'ai fini aujourd'hui, 2 heures avant l'enregistrement, qui est disponible sur les liens habituels, évidemment, vous avez trouvé ça dans la description. Système Décritique V2, donc qu'est-ce que ça change? Tout était fait pour que ce soit un petit peu plus rapide, les compétences sont un petit peu plus hautes pour être équilibrées par rapport aux attributs, l'armure enlève moins de dégâts, en fait, est appliquée à la force de l'arme au lieu des dégâts eux-mêmes, donc ça fait moins de dégâts, donc ça fait que les combats sont plus rapides. Il y a les contre-attaques qui permettent aussi de rendre les combats plus rapides. Yo, cher jeune. J'ai corrigé des centaines de fautes de grammaire, de virgules qui manquaient, des petites fautes par-ci par-là. Et qui était déjà dans la version précédente, des photos? Oui. Gélus. Et Je pense que je possède ce livre. il y a plein de petites modifications, plein de phrases qui ont été rephrasées pour être un petit peu plus jolies, parce que comme ces bouquins, je les ai écrits sur 15 ans, parfois mon écriture a des hauts et des bas, et surtout en fait j'ai été en m'améliorant, donc les vieux trucs étaient vraiment moches. Et voilà, de moralité, système Décritique qui est gratuit évidemment en PDF, donc vous aurez le lien dans la description, et il y a le bouquin des règles complètes 1 et 2 maintenant, en PDF, que j'ai fait, c'est un peu plus facile. Mais bref, c'est une version fine-tunée de ton jeu de rôle, de ton système de jeu de rôle plutôt. Et moralité, je compte sortir régulièrement des scénarios gratuits sur mon Discord et sur les autres liens, etc. Et aujourd'hui, nous allons en tester un qui est dans l'univers de Elden Ring. Si moi j'écris un scénario avec ton système, tu l'édites? Bien sûr. Je pourrais peut-être même éventuellement te faire la mise en page. Et je suis en train de préparer un scénario dans le monde des Tortues Ninja. Et donc je fais des scénarios gratuits qui se passent dans des mondes de licences que je ne possède pas. Et voilà. Eh bien, mais tout ça c'est fort bien. Et donc nous allons aujourd'hui parler du one-shot Elden Ring qui s'est passé en 3... Qui est téléchargeable immédiatement. Voilà. Qui a été joué en 3 séances par notre groupe. Tout à fait. En prenant en compte que notre groupe est particulièrement foireux. Et nul. Et ne fait pas l'aventure rapidement et préfère faire plein de roleplay débiles qui ne sert à rien d'autre qu'à notre amusement. Et je dois dire, c'était assez plaisant. Moi, je garderai longtemps un souvenir très ému du personnage que j'ai joué. Je ferai peut-être une suite, mais je sais que Florian a beaucoup aimé aussi. Oh. Et entre autres, ce scénario vient avec des règles de magie un petit peu plus poussées, vu que je suis en train de travailler sur le livre 4, qui est le livre de magie du système Décritique. Et donc, nous allons démarrer
J'allais dire, oui, est-ce qu'on décrit l'univers de Elden Ring? Parce que Bien moi, j'ai sûr. pas joué aux jeux vidéo, donc je débarquais là-dedans. Et tu es le seul qui a joué à Ouais. Elden Ring. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu vidéo qui a été fait par la boîte qui ont fait les Demon's Souls, Dark les Souls, Dark Souls, les Bloodborne. Tous ces jeux vidéo super dur. extrêmement durs, en fait. Mais durs, ils sont durs. Ils sont intransigeants. Ils ont pas de pitié, en fait. Elden Ring est le meilleur jeu auquel j'ai joué au moins ces 10 dernières années. Je le dis J'aurais honnêtement. jamais cru que J'ai tu embrayerais là-dessus, moi. J'ai adoré. Je sais que les gamers pros vont trouver que c'est des chiffres vraiment nazes, mais 186 heures pour le terminer, pour moi c'est beaucoup. Je joue très rarement plus de 10 ou 20 heures sur un jeu. À l'occasion, regarde combien de temps tu as mis sur Skyrim, mais alors là, tu verras. Ça va être difficile à dire parce que c'est sur plein de Ouais, versions différentes et de c'est consoles vrai, c'est différentes. vrai. Mais l'univers d'Elden Ring, je vais le résumer comme ceci. C'est un univers très sombre et mystérieux, gothique, où C'est l'élément Medieval Fantasy. médiéval fantasy qui se passe dans l'Entreterre. Parfois, je me perds un petit peu dans les termes français parce que j'ai joué en anglais. Et donc, dans l'Entreterre était gouvernée par la reine Marika, qui était aussi la déesse de ce lieu, parce qu'elle avait le pouvoir du cercle d'Elden, qui un jour s'est brisé. Et le cercle d'Elden, en se brisant, Marika a disparu. Les enfants de Marika, donc des demi-dieux surpuissants, ont récupéré des morceaux du cercle et ont lancé une guerre contre leurs frères et sœurs pour essayer de réunir les morceaux. Et au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle les sans-éclats, qui sont donc des personnages qui reviennent à la vie et qui sont rappelés par la grâce de l'anneau. Je rigole tout seul parce que donc en anglais c'est les Tarnished. Ouais. Il faut regarder le sketch de Papa Meat sur YouTube avec où il a créé un faux monstre, mais vraiment affreux, qui appelle Oh Tarnished. Bref, Il y en a. allez voir Papa Meat et Elden Ring, vous allez comprendre tout de suite. Et donc, Fin de la oui. parenthèse. Et les sans-éclats sont donc des gens qui reviennent à la vie et qui Qui ont été bannis par la reine Voilà, Marika et et qui- maintenant qu'elle est plus là, ils reviennent. ils reviennent et ils ont la destinée de réunir les anneaux d'Elden. Et évidemment, c'est le personnage que vous jouez qui remplit cette destinée, mais on rencontre d'autres sans-éclats et c'est toute aussi des alliances et des combats entre les sans-éclats. Mm. Et voilà, et c'est ça. Et donc, j'ai démarré le jeu de rôle, j'aime beaucoup mon intro personnellement, parce que le scénario s'appelle Les Trois Pendus, où en vous expliquant, vous revenez à la vie, vous essayez de prendre votre première bouffée d'air, et vous n'y arrivez pas parce que vous êtes pendu. Et là, je vous dis, on commence, vous perdez un point de vie, qu'est-ce que vous faites? Et donc c'est bienvenue dans le jeu de rôle, ça commence comme ça. Et donc, en fait, donc il faut bien expliquer qu'on est 5 à table. Voilà, il faut expliquer les personnages, on va introduire les personnages. Voilà, les personnages ont été distribués au hasard, aléatoirement. Et moi, alors j'étais pas l'un des sans-éclats. Ah bah pour le coup, j'étais content de ne pas être un sans-éclat, parce que ça n'a pas l'air d'être très folichon comme manière d'arriver au monde, de revenir au monde. Tout à fait. Mais pour résumer les 5 personnages jouables, que vous pouvez aller voir si vous voulez dans les règles, il y a 300 éclats qui sont un petit peu les personnages principaux. 300 éclats 300 Non, il y a 300 éclats, et 2 personnages un petit peu parallèles qui peuvent se rejoindre le groupe. J'avais pas l'impression d'être un personnage parallèle, j'avais presque l'impression d'être le personnage principal de cette histoire. Bien sûr. Et donc les sans-éclats sont des personnages qui ne sont qu'un concept. Ils n'ont même pas de nom. Et donc nous avons Prophète, qui est une sorte de prêtre guerrier qui balance ses boules de feu noir et qui soigne, qui était joué par Florian. Nous avons Berserker, un grand noble avec une armure qui lui permet de prendre les coups pour lui. Ce qu'il n'a jamais fait d'ailleurs. Ce qu'il n'a jamais fait, qui était joué par Gigi, et qui évidemment était gros, fort et extrêmement armuré.
Est-ce que tu viens... Alors, Alors, le dernier, c'était Moustache qui jouait une espèce de voleur, Ombre, ouais. enfin plutôt l'assassin des ombres. Euh, Et qui n'a presque pas joué, malheureusement. oui, c'est vrai qu'il a dû s'absenter pendant la séance, mais bon, c'est comme ça. Et puis, bah, alors moi, je vais raconter mon expérience. Je vois les autres qui prennent leur feuille de personnage, qui la retournent, et ils ont tous des personnages ultra dark, puissants. Ah, c'est le groupe de Dark le Sombre. Hein. Le groupe de Dark le Sombre. Et moi, j'ai un chimpanzé avec un chapeau de cow-boy. Et je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, je vois qu'en fait, j'ai plein... En fait, déjà, je suis nul en combat, j'ai rien en endurance, j'ai plein d'esquives, par contre. Et Même pas tant que ça. j'ai surtout plein de points en artisanat, en crafting. Ton personnage, c'était son équipement. Voilà, exactement. C'est une race qui existe dans Elden Ring, qui sont les demi-humains. Et ce personnage-là est très inspiré du demi-humain qui fabrique les vêtements pour le personnage principal. Ah, d'accord. Et j'ai Rig en tête, mais je ne me souviens plus si c'était le nom de ton personnage. Non, Rig, c'était le nom que tu avais mis sur la fiche. Oui. Et je sais plus, ils m'avaient donné un surnom directement, qui était genre... Le babouin, non? Babouino, ou un truc comme ça, j'en sais rien, moi. Et, Baboulinet. parce que du coup, moi je vois ça et je me dis, mais je vais le jouer comme un espèce de Gollum, mais un Gollum artisan. Et sur le moment, je me dis, mais c'est excellent comme... Mais bon, avant de partir dans mes formidables aventures, Il y a un cinquième personnage. il faut parler du personnage de Val. Ah oui. Qui au final est le personnage qui a eu le plus possible un arc narratif dans l'histoire. Parce que elle jouait un fantôme qui est mort de faim et qui veut se venger, mais qui ne se souvient pas qui il est, qui ne se souvient pas de son nom. Et qui a tout le temps faim. Et qui a tout le temps faim. Et qui est un puissant fond, qui peut manger toute la nourriture qu'il veut, il a toujours faim. Exactement. Et donc c'est un personnage maudit, et qui est aussi un magicien, au passage. Mais il faut savoir que donc je l'ai joué version From Software, c'est-à-dire que même si tu es un magicien, tu poutres au corps à corps quand même. Hein. Bah oui, bah il faut, parce que sinon ça devient un peu embêtant. Mais donc, comment a commencé cette histoire? Déjà, en fait... Ah oui, ça commence par... Et donc, il y en a un qui sort sa lance pour essayer d'en décrocher un autre. J'ai bien aimé que, au final, vous vous aidiez les uns les autres. Parce qu'il y a un moment, il y a... Non, ils s'aidaient les uns les autres. Oui, nous, on n'a pas intervenu. C'est vrai qu'il y a Gigi qui dit « Je sors ma lance ». Je lui dis « Mais une lance pour couper ton truc, ça va pas être facile. » Et il me dit « Mais alors, je coupe la lance la corde de celui d'à côté. » Et je lui dis « Oh, bonne idée. » Et pour finir, ils arrivent à plus ou moins à tous se décrocher. Ils se font tomber et je leur explique que quand ils tombent, ils tombent sur un troupeau de chèvres qui amortit leur chute. Et ils tombent de ce qu'on appelle dans cet univers un arbre-monde mineur, qui est donc un arbre qui fait quand même 50 mètres de haut, environ. Chacun tombe sur ses chèvres. Et je leur dis aussi, oui, au milieu des chèvres, vous voyez qu'elles sont prêtes à manger une espèce de fruit brillant. Ah, j'avais oublié ça. Qui est tombé de l'arbre avec vous. Et donc directement, il y a le gros berserker joué par Gigi qui est là, ouais, bah, les chèvres, je leur botte le cul, j'en balance une. C'était pas très péta tout ça. Et voilà. Et je vous ai donné ce qui était un petit peu votre potion de soin, c'était une grenade, le fruit, la grenade, qui avait 20 grains dedans, et chaque grain permettait de récupérer un point de vie. Et quand les chèvres s'enfuient, il y a un bouc qui reste et qui n'est pas content. Oui, tout à fait. Et alors ici, à partir de ce moment-là, il y a le personnage de Val et le mien qui voit qu'il y a du ramdam un peu plus loin. On est dans un buisson. Le fantôme et le Gollum. Et nous, on se dit, mais c'est quoi ces mecs-là? D'où est-ce qu'ils sortent? Et là-dessus, ben, on aurait pu agir. Je ne sais plus si on a agi. Et le truc, c'est que Gilus nous décrit que le bouc commence à se décortiquer et à grandir pour devenir un espèce d'énorme minotaure ovin, on va dire ça comme ça. Oui. Et que le truc nous fait un peu... ou défoncer la gueule. Exactement. Et là-dessus, et Gigi est très content parce qu'il va pouvoir se battre directement, un combat d'entrée de jeu.
Je sais pas si le combat a duré longtemps, si ça a été Le très combat n'a dur. pas duré très longtemps, il n'était pas spécialement difficile, bien qu'il y ait un moment où le bouc s'est secoué et a balancé des pics de porc-épic partout, ça fait zone d'effet, parce Mhm. que j'ai vraiment joué ce côté très jeu vidéo, les capacités des personnages avec des attaques de zone, etc., les capacités des Mhm. monstres, etc. Et le combat se passe plutôt bien, Gégis le finit à coups de poing, et c'est vrai que vous débarquez, vous commencez à tirer de loin. Et c'est vrai que sur le moment, je me dis, parce que les trois qui jouaient les sans éclat, ils se disaient déjà, mais on est des dieux, on a une mission divine, on est là pour... Et puis alors débarque le fantôme bleu qui a tout le temps faim. Enfin, la pauvre Val, moi j'ai commencé à l'appeler Bouffe-tout dès le départ. Et puis moi, un espèce de Gollum avec son petit chapeau de cow-boy. Honnêtement, Et- tu as été la star du Mais groupe. en fait, comme quoi, c'est toute une question de jet de dés et de roleplay. Je suis arrivé en mode «Oh, Seigneur sans éclat, oh, c'est magnifique ce que vous avez fait». Et je me souviens que Gigi directement, il se dit «Ouais, lui, je vais l'antagoniser». Et il fait style «Ouais, espèce de grouilleux, qu'est-ce que tu viens faire ici?» Et je dis «Oh, attendez, messire sans éclat, je vais vous faire quelque chose». Et genre, je lui fais une cape en 10 minutes avec la peau du Minotaure. Parce que tu as Et un truc qui fait que tout l'artisanat que tu fais prend 6 fois moins de temps. voilà, exactement. Et donc, je peux fabriquer n'importe... Et alors, là, au moment où je fais ça, je me dis, putain, mais c'est extraordinaire. Parce que je peux crafter on the fly, en plein pendant l'aventure, à partir du moment où j'ai les points qu'il faut, quoi. Et donc, Et en plus, dans ton équipement, tu as plein de trucs pour littéralement enchanter des équipements. voilà. Et donc, là-dessus, je fais un bon jet de crafting, ce qui n'était pas difficile parce que j'avais quand même des bonnes caracs. Et puis, je lui fais sa cape en peau de Minotaure en mode voici, Seigneur. Et là, immédiatement, Gigi qui me fait c'est bon, tu peux monter sur mon épaule, tu vas être mon serviteur. Et j'étais en mode ah, ça y est, j'ai trouvé mon maître. Et donc, ce qui se passe après, c'est que je vous explique que vous êtes guidé par la grâce. Donc, vous avez une idée de la direction à prendre. Vous voyez littéralement des feuilles de l'arbre Comme monde, dans un jeu vidéo, comme dans un jeu vidéo, où tu vois le chemin. des feuilles de l'arbre monde qui vous guident vers un endroit. Et au milieu de la forêt, vous entendez, je vous dis, ouais, vous n'avez pas trop envie de dévier parce que vous voyez une immense silhouette qui marche. Oui, oui. T'as des ours, c'est un ours runique, qui sont les pires ennemis du jeu selon moi. Mm. Et vous entendez une voix enchanteresse Un chant. qui chante. Et toi, directement, tu es là, oh putain, il y a un piège. Mhm. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai pas joué à Elden Ring, mais j'ai fait Dark Souls 1, En fait, c'est le seul. J'ai juste fait Dark Souls. Et je me disais, ouais, quand il y a un truc qui essaye de te leurrer, c'est que c'est de toute façon un piège, parce que tout dans ce jeu veut te tuer. Ça aurait été dans le jeu, ça aurait probablement été un piège. Ah. Mais ici, c'était une petite filouterie de ma part, où justement, le but, c'était de faire croire qu'il y avait un piège, alors que ce n'était pas le cas. Je voulais rendre un petit peu ce côté, parce que le monde, l'entre-terre d'Elden Ring, c'est un endroit horrible, mais beau à la fois. Mhm. Et je voulais un petit peu rendre ça, et donc vous trouvez un arbre, avec incrusté dans l'arbre, une espèce de silhouette féminine qui chante. Ouais. Et la seule personne qui vraiment était intéressée par ça, c'était Val. Ah, mais tout le monde, moi je freinais des cas de fer et tout le monde commençait à être influencé par mon non, non, il faut pas s'approcher, vous allez vous faire bouffer. Moi j'imaginais, je te jure, j'imaginais oui, quelqu'un va s'avancer et puis les branches vont t'attraper, commencer à essayer de te bouffer, l'arbre. Eh ben non, c'était un truc positif. Exactement. Et donc, il y a Val qui m'explique qu'elle essaye un petit peu de comprendre. Je lui dis, elle fait un jet d'érudition. Je lui dis, tu comprends que c'est une personne qui est maudite pour l'éternité et vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Et elle chante avec cette personne. Mmh. Et je lui donne, c'est prévu dans le scénario, un symbole de grâce, donc une relance. Et c'est voilà. Et peu après, vous sortez de la forêt, vous voyez des immenses plaines, l'arbre monde, qui est un arbre qui fait littéralement un quart du ciel, et vous voyez un village en ruine, Une bourgade une bourgade en que ruine, nous appellerons dorénavant Famineville. oui, à côté d'un immense manoir, et vous vous rendez compte que c'est votre destination. Et ben voilà, oui. Et donc là-dessus on se dit ah, ça sent l'accroche de scénario. On arrive dans ce village où les gens sont littéralement... Des squelettes vivants. Oui, des squelettes vivants. J'allais faire des parallèles avec le monde réel, mais... Oui, écoute, j'y pense aussi, mais on va éviter. Ça fait penser à des trucs tellement négatifs qu'on va juste dire que les gens
sont faméliques au bout de leur rouleau. Et puis, je sais plus, tu nous décris des vous avez tracé scènes. des champs immenses, mais où il n'y a plus rien. Voilà, où visiblement, tout le bétail est mort, ils savent plus faire pousser quoi que ce Et soit. alors, il y a une scène que j'ai trouvée vraiment... En fait, que j'ai trouvé que c'était parfait, où je raconte que vous voyez deux enfants qui tirent leur mère derrière eux, Oui. à qui il ne reste plus qu'un souffle de vie. Et il y a Val qui dit « Ok, ben je prends un steak, parce qu'elle a fait cuire le bouc. Mhm. Et je prends un steak, elle a dû faire un jet pour voir si elle ne voulait pas le manger immédiatement, mais elle a réussi. Et je donne cette viande à ses enfants. Et je dis, les enfants prennent la viande, abandonnent leur mère derrière eux et s'en vont. Mhm. Et c'était, oh putain! C'était bien, tu avais bien posé le côté dark de la chose. Puis on rencontre le maire de cette ville. C'est ça. Alors, il y avait une place dans laquelle je vous raconte qu'il y a une espèce de statue qui représente deux siamois avec la poitrine ouverte. Et vous voyez qu'il manque quelque chose dans cette poitrine. Et dans l'église, vous rencontrez un espèce de vieux bonhomme dans une chaise roulante. Et je vous dis directement, oui, apparemment il était obèse autrefois, mais maintenant il n'est plus qu'un squelette dans un costume de peau. Dans un costume de peau. Et donc, bah oui, dans ma tête, c'était le maire, mais... Oui. Et donc, il nous explique que leur ville était prospère avant parce qu'ils avaient le cœur d'airain ou un truc comme ça. Le cœur d'airain, exactement. Le cœur d'airain, qui est un artefact qui permettait de bénir automatiquement toute leur récolte, et que, en fait, la baronne du coin... La baronne Oxita. Voilà. Que j'ai inventé, qui n'est pas dans le jeu vidéo. Tout ce scénario n'est pas dans le jeu vidéo. Oui, parce que moi, je pensais vraiment que tu avais repris quelque chose Non. J'ai pensé de façon à donner une nouvelle aventure aux gens qui ont apprécié le jeu. Ah. Et que donc la noble femme du coin, pour une raison qu'on apprendra peut-être un peu plus tard, quoique même si c'est juste elle est méchante, Il y a un peu de ça, oui. a volé le cœur d'airain, et en gros elle concentre maintenant toutes les bénédictions du cœur d'airain dans son château, mais ça fait que les campagnes alentours ont un contre-coup. Et que donc, du coup, si leur récolte était très abondante avant, si l'abondance était pour tout le monde, maintenant, eux, ils se prennent le contre-coup de « il n'y a plus rien qui pousse ». Les animaux ne font plus de gosses et meurent de maladie. Et donc, tout le monde est en train de crever. Sauf que, dans le château de la baronne, au loin, on voit qu'il y a des lumières et ça fait... Il y a un peu de ça. Voilà. Et en plus, vous vous sentez attiré par une rune majeure, qui est ce que les sans éclat doivent réunir. Voilà. Et alors, petit détail de background, ce scénario est basé sur Indiana Jones 2. Tout à fait. Sur le ouais, début. Mais tu t'en es même pas caché. Non. Hein. C'est faut aller rechercher la pierre magique pour sauver les ch'tites enfants qui meurent de faim. Exactement. Et moi, je vous jure, sur le moment, moi j'étais en mode, ah bah voilà, une bonne aventure où on doit faire régner la justice. J'étais très content. Quoique les autres, ils étaient un peu en mode, on veut juste la rune majeure. Enfin, alors, les aventuriers cyniques, tu vois. Et donc, vous me dites, bon, on y va directement. Je suis là, oui, mais il vous manque encore des points de vie. Il vous manque encore. Oui, encore une fois, c'était, on y va. Oui, mais la nuit tombe et puis vous peut-être... Vous voyez rien. C'est un petit peu chiant pour moi. Tu sais que ça m'a fait penser à Rêve de gloire. Hein, on en revient aux Histoire au camp du Dévin précédent. Avec, oui, on arrive dans le nouveau quartier, le soir est tombé, on doit faire un casse. Et même moi, je pensais vraiment que vous alliez aller faire du repérage, que vous alliez passer 1 ou 2 jours là. Vous étiez quand même toléré par les fauves et vous étiez déguisé. Et puis c'est non. On y va, on fait la mission. Bim, bam, boum. Donc, on traverse la forêt dans le noir. Je ne sais plus si on se fait attaquer par des bébêtes. Alors, il n'y a pas de forêt, donc vous vous retrouvez face à une immense montée, et je vous explique que vous vous rendez très vite compte qu'il y a des centaines de cadavres de gens morts de faim en essayant d'atteindre le manoir. Qui sont contre la palissade du manoir. Donc, il y a un immense manoir. Et je vous dis aussi que certains sont transpercés de carreaux d'arbalète. Voilà, et donc on se dit, ouais, ils les ont. Évidemment, quelques-uns des cadavres
se Oui. réveille. Il y a quelques morts vivants, mais c'est pas des bêtes morts vivants, c'est des trucs avec des tentacules qui sortent de leur corps. Ouais, voilà, je l'explique qu'il y en a un qui balance de l'acide, il y en Mhm. a un qui explose quand tu le... J'ai fait dans le scénario une liste de pouvoirs, et chacun de ces morts-vivants a un pouvoir. Donc il y en a qui explosent, il y en a qui crachent à distance, il y en a Mhm. qui ont du sang acide, et donc quand tu les blesses, tu te prends des dégâts. Ouais, Et donc ouais. je commence à faire ça, et puis tout d'un coup, vous voyez un carreau d'arbalète qui se plante Ah à vos oui. pieds, et je dis, vous entendez Mais- un rire, il fait... C'est pas un carreau d'arbalète. Un c'est carreau de baliste. Un carreau de baliste. Donc c'est-à-dire une baliste, c'est une arbalète de la taille d'un piano et ça tire des projectiles qui font 3 mètres de long, quoi. Et donc là, un peu panique. Et il est vrai que sur le moment, on s'est dit, il faut d'autant plus aller vers l'avant qu'on doit monter sur cette palissade et aller tuer le mec qui nous canarde. Parce que je sais plus si quelqu'un s'est pris un tir de cette arbalète, mais ça pouvait nous tuer en un coup. Alors, il me semble que je crois que Val s'est pris un tir d'arbalète qui lui a fait énormément de dégâts. Mhm. Et il y a eu un moment, je vous explique, donc il y a des escaliers qui font une espèce de coin du manoir. Mhm. Et Moustache est tombé dans Dans le tas de cadavres. il y avait une planche pourrie. Il passait au travers. Mhm. Et donc, quand il a dû refaire le détour, eh ben, il s'est pris partiellement un carreau d'arbalète. Alors, juste, je veux dire, à propos des méchants, j'ai accompli le plus grand remerciement qu'on peut me faire en tant que maître de jeu. J'ai mis Florian mal à l'aise. C'était à quel moment? C'est Pourquoi quand je jouais les gourmets. Ah oui, oui, parce que oui, ben, les gourmets, on va les découvrir On va les un peu découvrir, après. exact. Parce que je sais pas si... Oui, on en a déjà rencontré un avant le troll. Mais... Il y avait juste le gars qui tirait. Ouais. Voilà. Parce qu'en effet, à la porte du manoir, il y a un troll qui est immense, et je leur Mais- dis ouf. Alors, moi, je tiens juste à dire que moi, le petit Gollum artisan, je restais loin de tous les combats. Je regardais faire de loin, parfois je tirais une flèche, poum. Et dès que j'avais 10 minutes, je fabriquais des flèches enflammées, je fabriquais des potions, je fabriquais des trucs. Et alors, je me suis rendu compte que j'avais aussi des pouvoirs pour aiguiser les armes de mes camarades, pour leur donner des pouvoirs spéciaux. Je suis devenu le meilleur ami du groupe, Bien mais sûr. vous n'avez pas idée. Et c'était tellement satisfaisant. Et en plus, j'avais même pas trop à me mouiller dans les combats. Mais donc finalement, on arrive à grimper le long de cette palissade pour arriver au sommet des fortifications Ouais, autour enfin, du manoir. En fait, en dessous, parce qu'il y avait une porte d'entrée Ah. qui était en haut d'escalier. Et c'est là qu'on est tournant. tombé sur le Et là, troll. je vais tomber sur le troll. Alors, en gros, il y a une herse qui nous empêche de passer. Et tu nous décris qu'il y a King Kong qui est en train de faire un solitaire à côté. Oui, qui est en train de chipoter un petit truc. Ah et oui, il chipote un petit truc. Et donc, en gros, bah, on arrive... Je pense pas qu'à aucun moment on s'est dit on va essayer de le poutrer. Alors, le but étant de ne pas faire un combat à ce moment-là, et donc dès que vous approchez, je vous dis, ouais, je vous sens, allez venez ici, vous allez pouvoir m'aider. Mhm. Parce que donc le but c'est de faire un dialogue avec le troll. Et donc, en gros, je sais plus très bien ce que le troll nous dit, mais Il est en train de faire un Il est- casse-tête. il est en train de faire un Et donc casse- je vous donne physiquement un casse-tête. Il est obligé de protéger le portail jusqu'à ce qu'il ait réussi l'énigme. Et donc, tu nous as donné... Bah, C'est pas exactement ça. Moi, c'est comme ça que je m'en C'est juste souviens. qu'il s'emmerde un petit peu. Ah, d'accord. Mais on le nourrit pour garder le portail. Mhm. Et, mais il est assez bon à la discussion. Et donc, c'est Florian qui a pris le casse-tête et dit je vais le résoudre. Mhm. Il y arrive. Et pendant ce temps-là, vous faites des discussions, vous êtes là, mais oui, mais mon bon monsieur, ça ne se fait pas, on ne travaille plus comme ça. Et vous commencez Faut se faire payer. vous commencez à le, Et le minimum à le syndical. pousser à abandonner son travail. Mais on poussait le... Attends, je veux dire, on a un troll de la taille de King Kong qui est plus ou moins sympa. On s'est dit, on peut peut-être lui demander de tout péter sur le chemin. Mais bon, ça n'a pas marché. Et puis, de toute façon, bah, Florian a réussi à faire le casse-tête. Vous faites Comme- de bonnes discussions, vous faites des bons Mhm. jets, je vous fais faire des jets de persuasion, Mhm. et ça marche bien. Et donc le troll dit ok, bah écoute, ça me va. Il ouvre la herse, et On se retrouve enfermé dans le manoir. dans le manoir. Mais vous vous retrouvez dans le verger. Voilà. Parce que l'entrée, enfin la cour du manoir
est un immense verger extrêmement verdoyant avec des arbres sur lesquels poussent aussi des choses étranges comme des cuisses de poulet, des gâteaux. Oui, sur le moment, je me dis, oh, un arbre qui fait pousser des cuisses de poulet, mais c'est génial. Et donc, effectivement, le verger du manoir produit de la nourriture en surexcès pour les gens qui habitent là. Et il y a 2-3 serviteurs. Il y a des espèces de serviteurs morts-vivants, mais qui réagissent pas vraiment à votre présence. Parce que ça, c'est typique dans le jeu. Il y a partout ces espèces de zombies qui sont pas vraiment des combattants, qui sont en train de faire des menus travaux un peu partout. Ça s'appelle des serviteurs dans Warhammer 40 000. Je t'emmerde. Bref. Moi, je dis tout le monde a tout copié de Warhammer 40 000 et Warhammer 40 000 n'a rien copié. Non, ça, on peut vraiment pas le dire. Et alors, petit détail, petit moment, je crois qui vous a fait plaisir. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais on regarde, et le gars avec sa baliste, est-ce qu'on le voit? Et je vous explique, vous voyez vous voyez la lune, et la lune, c'est quoi? C'est un gros cul. En fait, vous voyez le gars qui est en train de passer ses fesses au-dessus des remparts, qui est en train de chier, qui a l'air vraiment énorme. Et donc là-dessus, chacun sort ses armes à distance. C'est moi qui ai mis une flèche dans le cul, ce gros lard. Et donc, flèche dans le cul, et tombe devant vous le premier gourmet invité, qui sont donc des immenses obèses. Des super gros marquis avec des fraises et des froufrous partout, mais dégueux, couverts de bouffe pourrie, ils puent, enfin bref, de vrais petits disciples de Slaanesh. J'ai beaucoup aimé les jouer. Il y a un moment où il y a juste Moustache qui a retrouvé le mécanisme pour soulever la herse. Et il y en a un qui essaie de le planter, mais c'est lui qui le plante. Et je raconte qu'il et donc il a une blessure, il prend les pots de poulet, il essaye de se faire, et il commence à prendre du citron, et le dialogue est vraiment là, on va manger, hein, et voilà. Je sais plus, je t'avoue, je me souviens plus de tous les combats, mais est-ce que tu nous en as pas décrit un moment qui était éventré et qui mangeait, et la bouffe ressortait de son bide et il la ramassait par terre et il la remangeait. Et donc des gens qui sont devenus fous à force de trop manger. Voilà. Et petit message capitaliste. Effectivement, le pauvre Florian, il était un peu horrifié. Parfait. Il est un peu fleur bleue parfois. Mais bon, mais je suis très content que tu aies pu mettre 100% de ton imagination horrifique en place pour ça, ce truc, il est parfait. Et alors, il faut noter que ce moment est une fin de séance. Et qu'à la séance suivante, il y a 2 choses qui se passent. C'est que Moustache ne pouvait pas venir à la séance suivante. Ah oui. Et Gigi, je crois. Gigi était en retard. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est je dis, ok, le personnage de Gigi, il y a une trappe qui s'ouvre sous tes pieds et tu tombes dedans. Ouais. Et le personnage de Moustache, il y a un énorme oiseau qui passe, qui le prend et qui l'emporte. Hop, Deus Ex Machina, maître de jeu qui a pas envie de se casser la tête. Mais c'est surtout que nous, au sein du groupe... En plus, ça marche dans l'univers. Voilà, au sein du groupe, on s'est dit, en fait, là, il y a quand même maintenant 2 des personnages les plus puissants sur un groupe de 5 qui ont disparu, qui sont pas là. Et du coup, on était un peu en mode... Moi, j'étais en mode Rambo. J'avais passé, dès que j'avais 5 minutes de libre, je m'étais fait des flèches de feu, des flèches de glace, des flèches machin. J'avais aiguisé les armes de mes potes. T'avais pas fait de flèche électrique alors que c'était le truc qu'il vous fallait à la fin. Exactement. Et je me suis dit, mais je peux pas tout faire. Les flèches électriques, on va voir. Et puis en fait, c'est le truc qui nous a manqué sur la fin. Et puis, alors, comment ça s'est passé? Alors, vous êtes rentré dans le manoir. Et il y a Gigi qui est arrivé pour la séance, et donc il sort d'un passage secret, et je raconte qu'il s'était retrouvé dans le noir, et il avait senti qu'il y avait des trucs qui le touchaient, et tout, et en fait j'ai ressorti un des monstres du jeu, qui sont des immenses mains à 7 ou 8 doigts, comme ça, qui se baladent comme ça, et donc il ressort de là, et il en a une sur le dos, qui commence à l'étrangler, il y a une main qui vous saute dessus, et ça donnait un combat assez court, mais assez sympathique. Il faut quand même... On a oublié quelque chose. Baliste. La baliste. Parce qu'à un moment, je sais plus qui a eu l'idée de dire, mais cette baliste, elle a beau être grande, le personnage de Gigi, c'est quand même un colosse, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il peut... Et je crois que c'est Gigi qui dit, est-ce que je peux la porter? Et il me semble que tu lui réponds, oui, tu peux la porter, mais tu ne sauras pas l'actionner et la porter, tu as besoin de toute ta force pour la porter. Je dis, mais
Moi, je suis un petit chimpanzé avec un chapeau de cow-boy. Et tu étais le seul à avoir des points en machine de guerre. Et j'étais le seul à avoir des points en machine de guerre. Et donc là, c'est parti. Il y a un perso du groupe qui porte une gigantesque balise de la taille d'un piano, avec un autre PJ qui est en mode « Ouais, par là !» Pouf. Cette combinaison est prévue dans le système. C'était beau. Là, je me sentais en parfaite osmose avec Gigi. Avec le berserk, plutôt. Oui. Et donc, vous rentrez et vous retrouvez... Donc, je raconte, il y a des pièces où il y a des gourmets qui sont étalés après, parce qu'ils ont trop mangé, ils ont pris de la drogue, etc. etc. Et vous arrivez à la salle à manger principale. Je raconte, c'est tout en fumée. Et Val, qui va en avant parce qu'elle a des bonus de furtivité, parce qu'elle est un fantôme, ça aide, voit une immense silhouette dans les cuisines. Ah oui, j'avais complètement oublié le cuistot. Il y a donc, elle se fait quand même repérer, et donc il y a une espèce d'ogre, qui est un immense cuisinier, avec un hachoir grand comme une porte, et il y a des gourmets qui sont en train de manger. Et donc là, c'est baston. Et entre autres, il y a un des gourmets qui était un magicien qui vous a fait chier. C'était parfait. J'ai adoré faire ça. Et là, c'était quand même baston pas évidente. Oui, parce qu'il était assez vénère. Il faisait beaucoup de dégâts. Mais toi, avec ta baliste, tu l'as fait des dégâts à mort. Mais j'ai été étonné que tu nous laisses arriver là avec la baliste. Ça fait partie de mon scénario. C'est écrit dans le scénario. Ça aurait été moi. Je me serais dit, ouais, bah alors à un moment, vous dites, ouais, la balise, elle est trop grande que pour passer la porte, et nanana, bon. Mais en fait, ça, vraiment, ce monstre, ce mini-boss, hein, puisqu'on va vraiment utiliser les termes pour le cuisinier, le combat aurait pu être beaucoup plus mortel sans la baliste amovible. Bien sûr, tout à fait. Et donc, vous l'avez bien eu quand même. En fait, celui qui vous a le plus fait chier, c'était le cuisinier magicien qui balançait des projectiles magiques qui faisaient des dégâts automatiques. Pas beaucoup de dégâts, mais qui touchaient automatiquement. Et toi, tu lui as mis énormément de dégâts, le gros ogre cuisinier, avec la baliste. Mais après, elle a été pétée. Parce qu'il est arrivé, il a tapé, il a fait des dégâts de zone. Et Val, elle avait un gros sort qui fait énormément de dégâts, mais c'est seulement si elle se prend des dégâts. Et ça lui a fait aussi énormément de dégâts. Avec des épées qui sont au-dessus de sa tête, et si on la frappe... Pour ceux qui ont joué au jeu, vous reconnaîtrez. Voilà. Et entre ces combinaisons, vous arrivez à quand même bien l'avoir, mais avec tout ça, vous bouffez votre grenade, vos graines de grenade, vous les bouffez, et vous n'avez plus rien. On n'a presque plus rien. Et je me souviens, c'est un détail, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. J'avais plus de quoi aiguiser les armes de mes potes. Et alors, il était mis, oui, sauf si le joueur trouve de quoi aiguiser les armes. Et en fait, je t'ai fait, mais oui, on est dans une cuisine, je suis sûr que le mec, il a de quoi aiguiser ses instruments. Tu m'as fait, oh oui, très juste. Non, et donc, j'ai pu remettre quelques bonus sur mes potes. C'est prévu que les trucs d'artisanat, vous pouvez trouver de nouveaux ingrédients pour les faire. Ah, c'était pas juste mon génie inné. Alors, c'est pas écrit spécifiquement que dans la cuisine, il va y avoir ça, mais j'écris, si les gens explorent un petit peu le manoir, ils peuvent trouver des trucs d'artisanat. D'accord. Avec potentiellement des rencontres. Mais voilà, et donc, moralité, vous finissez par monter à l'étage, vous crochetez l'immense porte qui mène à la salle de dégustation, la salle de banquet de la baronne. Et là, musique de boss de fin. Bla bla, boum, bla bla bla. Il y avait deux gourmets que j'ai décrits en 13 excès en train de bouffer. Il y avait je les préfère faisant des... le haut prêtre de l'élégance, qui est donc qui je vous décris, c'est un espèce de bossu, et sauf qu'en fait, il se relève, en fait, il n'est pas bossu, c'est juste qu'il fait genre 3 mètres de haut. Et il est en mode scolopendre, tu vois, il est plié en forme de S. Et il y a la baronne, que je lui dis, ben voilà, ben elle fait 4 mètres de haut. Et c'est une immense femme magnifique, je vous montre le dessin, et il y a Florian qui dit « Oh, je veux l'épouser !» Bah, vraiment, la reine des ténèbres titanesque, vraiment dans le ton de Elden Ring et des jeux de From Software. Et alors, là, je vous ai dit, beaucoup de choses vont dépendre du jet d'initiative. Et celui qui a la plus haute initiative, c'est le haut prêtre de l'élégance, qui balance une boule de feu qui touche tous les PJ. Qui touche tout le monde, oui.
Parce que les boules de feu, je vous ai bien montré qu'elles faisaient des dégâts. J'ai pas décrit, mais Florian, il n'arrêtait pas à faire des boules de feu et qui faisait des tonnes de dégâts. Et donc, tout le monde pète sauf toi, parce que en fait, si tu avais plus d'initiative, tu t'étais caché. Moi, je m'étais mis plus loin parce que je me dis ça pue du cul. Et je voulais tirer à l'arc. Je m'étais dit, ouais, je vais utiliser toutes mes super flèches. Ouais. Tout en me rendant compte, à un moment, qu'en fait, j'aurais dû prendre les flèches électriques, les seules que j'avais pas faites. Parce qu'elle avait 5 en armure, ce qui est immense. Voilà, et les flèches électriques ignoraient l'armure. Que les flèches électriques ignoraient l'armure. Et vu qu'on n'avait pas eu d'ennemis qui avaient de l'armure avant, et puis là, je me suis dit, putain, c'est trop tard que pour les faire, donc il va falloir faire avec. Très important, la baronne, elle dit... Mais je suis sûr qu'ils sont pour ceci, et avec ses 3 bras, parce qu'elle avait 3 bras, elle ouvre sa poitrine, et elle montre que dans sa poitrine, elle a placé le cœur des reins. Voilà, exactement. Et donc c'est là qu'est l'objet de notre quête, c'est ça que je voulais dire. Exactement. Et ça commence à pas mal aller mal pour vous au début. Oui, le combat se passe pas bien. Le combat se passe pas super bien. Vous vous retrouvez un petit peu coincé par les gourmets, alors qu'à distance, il y a le prêtre qui balance des boules de feu au corps à corps. Je me souviens, au début de ce combat, il y a eu une grande discussion philosophique sur il faut d'abord se débarrasser des petits grouilleux, des petits mobs, avant de s'attaquer au gros boss. Et c'était ma version des choses, et je disais, mais dans un MMORPG, il faut toujours se débarrasser des petits mobs avant de s'attaquer au gros boss. Ce qui est une bonne idée dans mon système, parce que plus il y a de gens au corps à corps, plus ils ont des bonus contre vous. Voilà. Et c'était Gigi qui, lui, avait une vision beaucoup plus de donjons et dragonesque des choses, qui disait non, on doit tout faire pour ignorer les petits mobs et mettre le plus vite possible tous nos dégâts sur le boss, sur la baronne. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Votre avis nous intéresse. Exactement. Et donc, Baronne, première chose qu'elle fait, c'est une espèce de vague psychique qui fait plein de dégâts. Ouais. Parce que vous n'avez pas bien une bonne volonté pour y résister. Et elle commence à balancer des... Vous avez par contre eu beaucoup de chance parce que son coup principal, c'est qu'elle faisait une espèce d'attraction gravitationnelle en dessous de son pied pour vous écraser. Elle faisait le « Come here !» Exactement. Et puis elle te faisait un coup massue. Et vous avez très bien réussi vos jets face à elle. Mais en fait, vous avez Sauf moi. Sauf toi. Vous avez quand même une très bonne idée, c'était vous dire, bon, on va buter le prêtre en premier. Et c'est ce que vous faites, vous y arrivez, ça marche plutôt pas mal. Le prêtre, on l'a eu relativement vite. À un moment, moi, je me suis dit, bah, de toute façon, Gilus a prévu qu'on meure tous dans cette rencontre. C'était pas le cas. Moi, je me suis dit, on n'est pas censé gagner. On va probablement se faire péter la gueule et enfermer dans la prison ou quelque chose comme ça. Ou alors, simplement, il va nous dire, vous êtes tous morts. Mais je me suis dit, ces adversaires, ils sont trop forts pour nous, mais moi, qui suis-je pour faire chier lors de la partie? Je ne suis qu'un petit gognolo artisan. Je vais combattre avec mes compagnons jusqu'au bout. Parce que vous étiez tous à bout. Et alors, Gigi, il faisait son malin, il avait plein de points de vie et une énorme armure, mais il le sentait et vous étiez tous dans les blessures très graves de vos personnages. Vous arrivez à buter le prêtre, vous arrivez à buter les gourmets, mais évidemment, je vous dis, oui, la baronne, vous voyez le cœur qui commence à battre plus vite et toutes ces blessures se régénèrent. Voilà. Hein, il y avait quand même un objet brillant sur le boss. Et donc, effectivement, on finit quand même par se débarrasser de tout, ou presque tous les vilains. Et puis, l'heure est venue pour le véritable héros de cette aventure de faire quelque chose. Et je dis, foutu pour foutu, je prends une flèche explosive, j'allume la flèche explosive, et j'explique, je vise vraiment le cœur des reins qui est dans la poitrine de la baronne, quoi. Alors, je sais pas si c'était un jet de ma boule ou si j'avais en plus dépensé C'est jet de dégâts de ma boule, en tout cas. Voilà. Et donc, en gros, je fais exploser la poitrine de la baronne avec le cœur des reins qui se casse, qui tombe un peu en morceaux, quoi. Et là-dessus, elle reprend son apparence. Et voilà. Et alors, là-dessus, tu vois, tout le monde est en mode, oh! Le gognolo, il a fait un truc de ouf! Et là-dessus, la baronne perd de sa superbe, puisqu'elle devient une gigantesque femme en léger surpoids. Vous irez voir les illustrations. Bah, tu vas les mettre, de toute façon, les illustrations. Mais c'est dans le...
Oui. Et donc, en gros, la belle, grande et féroce baronne passe en mode grand immonde de Nurgle. C'est un peu l'idée. Et puis tu me dis, là, elle est vraiment pas contente. Et je me dis, ah, ok, bon bah, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ça y est, je vais apprendre, elle va m'apprendre la gravité comme on apprend à un cafard, en l'écrabouillant. Et donc, il me fait le coup du come here! Et évidemment. Elle écrase son talon. Et elle m'écrase de son énorme talon. Et je sais plus comment j'ai survécu, Alors, en fait. donc tu perds pas assez de points de vie pour mourir sur le coup. On fait un jet de blessure grave dans ma table, qui est potentiellement très mortel. Et t'as tes intestins qui commencent à sortir. Voilà, en gros, elle empale mon personnage sur son énorme talon aiguille. À noter que le personnage de Gigi aurait pu prendre le coup pour lui. Mais c'est vrai, mais sur le moment, franchement, je crois qu'il n'est pas pensé. Je n'en veux pas à Gigi parce qu'en fait, le combat était tellement intense à ce moment-là qu'il a oublié cette particularité de son personnage. C'était pas... et donc voilà, et donc mon pauvre petit Gloom, les intestins partout. Et t'es hors combat. Et je suis hors combat, c'est clair. Mais là-dessus, le gros berserker monte sur la baronne et il commence à tirer le cœur. À arracher le cœur, oui. Et c'est ce qu'il fait, il fait un bon jet, il arrive à arracher le cœur d'Airain. La baronne s'effondre en hurlant « mon cœur ». Oh, tu fais super bien la baronne qui s'effondre. Je sais. Et plusieurs choses se passent, entre autres, j'explique que au-dessus du corps mort de la baronne, vous voyez des lumières qui apparaissent, et en tant que sans éclat, vous reconnaissez immédiatement que c'est une rune majeure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la veille, j'avais envoyé à Val un message pour dire si tu récupères le cœur d'airain ou la rune majeure, tu reviendras à la vie. Parce que c'est vrai qu'on a oublié de préciser que c'est que le corps du fantôme, donc le personnage de Val est mort dans cette pièce en les regardant manger, et il est mort de faim. Et donc il y avait son corps qui était là. Mais on avait tous une espèce de mission secrète, non? Non. En fait, c'est plus ou moins. Parce que moi, j'en avais une, tu m'en avais mis une aussi, qui était que je voulais devenir un humain. Ouais. Et je vais pas. Je t'avoue que sur le moment, je me suis dit, mais la mission du fantôme semble un peu. Enfin, j'allais pas trahir tout le groupe. Je t'ai aussi envoyé un message pour te dire si jamais tu trafiques le cœur d'airain, tu peux l'utiliser pour devenir humain. Eh ben, sur le moment, je n'ai rien fait de ce goal. Je me sens très bien en tant que chimpanzé avec un petit chapeau de cow-boy. et donc, oui, c'est comme ça que... Il y a eu un jet opposé de rapidité entre Gigi et Val. Oui, parce que Gigi, lui... Alors, Gigi, comme d'habitude, il était en mode, bah non, on va utiliser ça pour augmenter notre propre puissance. Et alors, moi, j'étais en mode, mais pensez à tous les enfants qui meurent de faim. Mais rien à branler, on va devenir plus fort. Et puis alors, t'as Val qui est en mode, non, c'est pour moi. Et effectivement, il y a eu un combat final pour savoir qui l'a eu. Elle a pris la rune majeure et je lui raconte qu'elle est revenue à la vie, elle a eu des pouvoirs et tout. Et le cœur d'airain, je vous explique. Et qu'est-ce que vous allez en faire maintenant? Ah oui, toi tu le répares. Moi, je vais le réparer. Tu veux le fond? Mais c'est le fond, hein, parce qu'il y a plus grand chose. C'est un jet difficile, mais tu arrives à réparer le cœur d'airain. Oui. À le rafistoler, vraiment pas, j'en ai pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et je vous dis, mais qu'est-ce que vous en faites maintenant? Parce que, je vous explique, vous pouvez vous l'implanter et c'est très puissant. Eh ben oui, et en fait, encore une fois... Aucun impact négatif à faire ça. À part moral. C'est vrai que tu nous as vraiment fait, si vous laissez crever tous les gens du village, eh ben il ne se passera rien. Ce jeu est cruel. Et encore une fois, et c'est pas la première fois qu'il y a ça, il faudrait peut-être que tout le monde... Enfin, maintenant, quand Moustache est là, c'est encore différent, parce que Moustache a aussi... Mais là, il y avait juste Gigi qui était en mode, mais on s'en branle de ces gens, on leur doit rien. On prend ça pour notre propre puissance, on a une mission qui est divine, et quelque part, ça se vaut, ce qu'il disait. Et en fait, tout le reste du groupe, parce qu'il y avait d'une part moi, qui était parti en mode « Oui, mais moi, si je fais ça, je serai moins humain que jamais, alors que si je sauve ces petits-enfants qui ont faim, peut-être que ça fera un peu plus de moi un humain. » Il était vraiment en mode « Putain, espèce de misérable merde. » Et le fantôme de Val, qui était plein de reconnaissance parce que il venait de redevenir un être humain, Moustache n'était pas là. Et Florian qui joue quand même le pèlerin, qui est un personnage relativement bon pour un sans éclat. Donc on a décidé de rendre le cœur d'airain
aux gens. Je mets la musique d'Indiana Jones. Ta 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 ta. Et donc les enfants viennent vous accueillir. Et vous remettez le cœur d'airain dans la statue de Siamois et tout commence à repousser. Et tout commence à repousser. Et vraiment, et Gigi, il était dégoûté. Et toi, tu t'en as encore remis une couche, t'as encore tapé sur le clou en disant, et tout ça ne vous rapportera rien. C'est le but. Et je suis désolé, je n'arrive pas à y croire. Je suis sûr qu'un jour, on retournera dans ce village et qu'ils feront, ah oui, c'est vous qui avez ramené le cœur d'airain. Tu peux pas faire autrement. Dans cet univers, c'est un monde qui est en décrépitude. Et donc... Mais non, mais c'est votre manière de faire des jeux de rôle qui est en décrépitude, monsieur Gilles. C'est écrit dans le scénario. Ils peuvent rendre le cœur au village, mais ça ne rapporte rien. Ah, bah, si jamais c'est trop chiant, on ira le revoler. Si là-bas on a pu le faire, on peut le faire aussi. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Et voilà. Et donc à nouveau, c'est un scénario qui ne reprend, à part certains concepts vagues et certains monstres de base, c'est un scénario complètement original dans l'univers, et je pense que j'arrivais à rendre quelque chose qui donne l'ambiance d'Elden Ring. Tu sais, quand tu décrivais les murailles du château, où tu as les centaines de cadavres de gens affamés qui s'entassent les uns sur les autres, je revoyais Dark Souls, je revoyais ce que j'ai vu de Bloodborne. C'est un style, les jeux de From Software. Ouais. Et ouais, non, mais j'ai adoré. Et donc, voilà. Donc j'espère que cette petite histoire vous a plu. Si vous êtes maître de jeu et que vous voulez faire tester ce one-shot à vos joueurs, tout est disponible dans la description. Si jamais vous connaissez le système des critiques, mais que vous voulez passer à la V2, il y a un document qui s'appelle passer de la V1 à la V2, qui explique un petit peu, grosso modo, les changements principaux. Bah, de toute façon, la V2 dans son entièreté... Et la V2 dans son entièreté est disponible, est téléchargeable. Et il y a plein... J'ai rééquilibré les armures, j'ai rééquilibré les armes, j'ai changé, mais plein de petits détails partout. Il y a des compétences parties plat. Et si vous étiez dérangé par les terribles fautes d'orthographe de la première édition, eh bien là, vous allez être ravis, mes chers petits amis. J'espère. Et sinon, moi, effectivement, sur ce jeu de rôle, c'est passé en 3 séances, je n'ai pas grand-chose de plus à dire, pour que c'était bien agréable. Une petite aventure en droite ligne vers un donjon avec un grand méchant. Ça fait pas de mal. Ouais. Et je pense que ça a un petit peu réembrasé mon amour des personnages qui craftent. Qui sont des personnages de soutien, qui font des broles pour les autres. C'est assez sympa. Moi, j'aime tellement ça. Mes règles de craft dans le système des critiques, elles font 50 km. Ah, bah, voilà. Et donc, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à dire. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Vous aurez plus de nouvelles. Je vais sortir, bien entendu, bientôt une vidéo pour vraiment présenter officiellement la V2 du système des critiques, où je réexpliquerai le système et je dirai un petit peu les modifications. Mais ça a été un immense travail de refaire ça. Même si, honnêtement, vous le verrez pas. Parce que, globalement, c'est la même mise en page, mais j'ai changé tellement de choses que vous n'imaginez pas. Et puis, on essaye de vous revenir le plus tôt possible avec la suite de Rêve de gloire. Probablement, ouais, donc Brigandine. Puisque dès demain, je sais pas quand l'émission va sortir, mais dès demain, on continue Brigandine, Rêve de gloire. Globalement, l'été, c'est toujours un moment où c'est difficile de se réunir. Voilà, comme d'habitude, l'été, entre ceux qui partent en vacances, ceux qui ont plus de boulot, moins de boulot, c'est très difficile, mais on a encore du jeu de rôle sous le coude, et on vous revient bien vite, chers amis, et là-dessus, on vous dit à la prochaine! Vivez bien, vivez avec passion.